Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on commence une nouvelle partie de la formation. Il s'agit du lighting, donc de l'éclairage pour ceux qui sont allergiques à l'anglais. Donc on va voir comment positionner des lights, comment les paramétrer, comment obtenir ce qu'on appelle un rendu, qui est vraiment une compilation de plein d'informations pour ressortir une image à partir d'une scène 3D. Donc c'est une notion qui est très intéressante. On verra les différences entre les moteurs de rendu présents dans Blender, etc., etc. Et ensuite, pour vous faire un petit peu un aperçu, on verra tout ce qui est dynamique avec des FX, des simulations de vêtements, des explosions, du feu, de l'eau, etc., etc. On aura aussi le compositing. Donc, plein de choses à voir, ne vous inquiétez pas. On n'est qu'à la moitié de la formation. Donc, on a plein de sujets manquants pour que vous maîtrisiez un petit peu toutes les bases du logiciel. Donc, aujourd'hui, en termes d'éclairage, voilà ce qu'on va voir. Normalement, quand vous ouvrez un nouveau Blender, vous avez ceci. Vous avez une caméra, un cube, et un élément qu'on n'a pas encore vu qui est en réalité une light. Alors j'ai plus ou moins modifié la scène pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus concret pour les démos que je vais vous faire aujourd'hui, mais j'ai quand même l'éclairage par défaut comme vous avez dans votre scène. Alors la question qui revient souvent c'est comment afficher en temps réel l'ombre dynamiquement par rapport à mon éclairage. Il y a un petit peu une incompréhension sur ça. Si vous allez en haut à droite sur la petite flèche, vous allez voir qu'ici on a quelque chose qui s'appelle Shadow, mais qui n'est pas vraiment quelque chose que je vous conseille. Du moins, pas si vous voulez voir un éclairage en fonction de votre lighting, parce que ça ne fonctionnera pas. Là, le shadow, c'est quoi? Il faut se dire que tout ce qui est dans le viewport shading en mode solide, c'est une surcouche de Blender, c'est une approximation, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous allez obtenir en rendu dans votre véritable éclairage. Le shadow, on peut augmenter son intensité, je peux même changer sa direction qu'il y a ici, mais en fait, elle est totalement arbitraire et n'est pas du tout dynamique. Si je bouge ici mon lighting, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Or, Blender est capable de vous afficher une ombre en temps réel. On verra comment juste après. Donc ça, c'est vraiment une interprétation en surcouche. C'est exactement comme le matcap. Si je passe en mode matcap métallique, vous voyez que là, j'ai bien une réflexion, mais ça n'a absolument aucun rapport avec les matériaux de mon objet. Donc tout ça, ce sont des aides visuelles pour vous pré-mâcher un petit peu le travail, pour vous donner une simulation de ce que ça donnerait si j'avais un matériel dynamique, métallique, je vais y arriver, si j'avais un éclairage qui venait dans cette direction, mais c'est vraiment des approximations et ça n'a rien à voir avec le contenu à proprement parler de votre scène. Ok? Donc comment je fais pour afficher des véritables ombres? On a plusieurs méthodes. Donc tout d'abord, si je vais dans le Material Preview Mode, que je clique ici, ah là on a un truc intéressant. C'est qu'on a des véritables ombres qui sont calculées juste ici. Alors comment je sais que c'est une véritable ombre? Parce qu'elle est beaucoup plus qualitative de ce qu'on avait avant. On a quelque chose de très sharp au début et qui va s'étaler au fur et à mesure un petit peu comme le comportement dans la vie réelle en fonction de la source lumineuse. Donc là on pourrait se dire naïvement, c'est chouette, je vais prendre mon éclairage, je vais le changer et ça va suivre. Eh bien non, par défaut ça marche pas. Ça marche pas pourquoi? Parce que vu qu'on est en Material Preview Mode, j'insiste bien sur ça, Blender nous indique bien que c'est une méthode pour afficher un aperçu de mes matériaux, mais il n'y a aucune histoire de lighting là-dedans, par défaut. Pour afficher votre lighting en temps réel, je peux cliquer sur la petite flèche, et là j'ai quelque chose qui s'appelle Scene Lights, et si je clique dessus, Blender ne va plus utiliser une light factice qui met dans la scène juste pour un aperçu de matériaux, mais il va utiliser votre véritable éclairage. Vous voyez que là maintenant, si je bouge ma light, j'ai bien une ombre. Le problème, c'est que j'en ai une autre. En fait, j'ai plein d'infos un petit peu intempestives qui se rajoutent dans ma scène. Je pourrais cliquer sur Scene World, et là, j'aurai quelque chose qui est un petit peu mieux. Mais en fait, tout ce qu'on vient de faire, désactiver les presets de Blender juste ici, ben, ça revient ni plus ni moins, à peu près, à passer en Display Render Preview. Et le Display Render Preview, c'est quoi? Comme le nom l'indique, c'est un aperçu de votre rendu. Le rendu, on verra la notion qui est peut-être un petit peu floue pour vous plus tard, mais globalement, c'est une interprétation de plein d'informations, des rebonds de lumière, en fonction de la surface, des calculs d'animation, de vélocité, de motion blur, de depth of field, etc., etc., pour compiler votre environnement 3D et en sortir une image plate. Je dis image plate, mais en réalité, on a plusieurs couches avec des AOV. Tout ça, on ne l'a pas encore vu, donc c'est normal, ça ne vous parle pas. Mais c'est pas si simple. C'est pas juste, je claque des doigts et j'ai un JPEG qui sort. Donc on verra tout ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Mais c'est assez complexe quand même, cette partie-là, et là, c'est technique. Donc là, l'avantage, c'est qu'en temps réel, je peux déplacer ma light, et vous voyez que j'ai bien une interprétation. Je peux même dupliquer avec Shift-D, et vous voyez que j'ai bien plusieurs lights qui vont être interprétés en temps réel, comme dans la vie réelle. Donc c'est une sorte de calcul de rayon, pas tout à fait, là c'est une approximation vu qu'on a un moteur de rendu Eevee. Si je passe en Cycles, j'aurai quelque chose qui sera beaucoup plus précis. On verra tout ça dans d'autres vidéos, parce que c'est pas le but aujourd'hui.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez voir votre éclairage en temps réel, vous pouvez passer dans le Display Render Preview. Alors il s'appelle Preview parce que c'est un aperçu. Quand vous allez faire un véritable rendu, la qualité sera quand même beaucoup plus élevée. Je peux supprimer tout ça. Et là, on a notre light. Comment je sais que ceci est une light? Alors vous allez être habitué, visuellement dans la viewport, elles se reconnaissent assez facilement. Donc là, c'est un point light, c'est pour ça qu'on a un petit point avec des pointillés autour. On peut voir en haut à droite dans l'outliner qu'on a une ampoule, donc ça signifie bien que c'est un éclairage, on l'a dedans. Et si je vais dans les data, également, on a bien une ampoule. Là, on a tous les paramètres de ma light qui vont nous intéresser. On ne va pas tous les voir aujourd'hui, on va voir uniquement les basiques, ce que je vous trouve intéressant de vous présenter. Les notions un petit peu plus avancées, on les verra dans des exemples concrets quand on voudra lighter par exemple des assets ou des scènes spécifiques. Donc la première chose qui est intéressante, c'est la preview. Donc quand vous allez cliquer sur preview, il va vous faire une sorte d'approximation de ce que ça pourrait donner. Donc pas besoin du coup d'être en display render preview, je pourrais être en solide et j'aurai un aperçu de ma light. Donc si vous avez une machine assez peu performante, vous pouvez travailler un petit peu votre éclairage ici pour les paramétrages de base, pas pour la position, mais pour les paramètres d'intensité et de couleur. Et ensuite, allez là pour voir ce que ça donne. Ça permet un petit peu d'alléger. Je vous déconseille par contre de garder les deux options actives en temps réel, parce que ça demande mine de rien pas mal de ressources. C'est pas très bien optimisé, donc je vais le réduire. Donc voilà ce qui se passe. On a plusieurs types d'éclairage présents dans Blender, on en a 4. On a les point lights, les sunlight, les spotlight et les area light. Normalement, avec les icônes, vous allez être assez habitué, c'est très explicite. Globalement, ce qu'on peut faire avec un point light, on peut changer sa couleur. Donc jusqu'à là, tout va bien. Je vous déconseille, bon, sauf si c'est vraiment une direction artistique très particulière, un néon, un truc qui a un éclairage très fort, mais très souvent, on ne va pas sur des valeurs extrêmes quand on fait du lighting, sauf cas très spécifiques. Mais si vous voulez une lumière un petit peu naturelle, un peu froide ou un peu chaude, on reste quand même dans la palette centrale en termes de saturation. C'est très rare qu'on ait des trucs ultra saturés comme ça. Donc imaginons que je veux une lumière un petit peu bleue, voilà, je vais aller sur le côté bleuté ici. Vous voyez qu'en temps réel, ça a changé ça. Je peux changer également l'intensité. L'intensité en Blender par défaut, c'est du power, donc c'est une puissance en watts. Donc si je mets 10 watts, on voit rien. Si je mets 100 watts, on commence à voir. Si je mets 500, on voit beaucoup plus. Donc tout ça, vous pouvez l'augmenter, hein, je pourrais mettre 1500. Vous voyez qu'en fonction de ce que vous mettez, j'ai bien une projection en temps réel. On a plusieurs choses qui nous intéressent également, c'est le radius. Le radius, ça va être le rayon de mon ampoule, globalement. Donc par défaut, elle est à 0,1, ça veut dire qu'on a quelque chose d'assez classique. Une chose intéressante à comprendre, c'est que c'est une propriété physique, mais plus une source lumineuse est petite et concentrée sur une surface petite, plus les ombres seront sharp, seront brutes. Plus ma source lumineuse est grande, plus mes ombres seront étalées. C'est quelque chose que je peux voir très facilement ici. Vous voyez que là, on a une ombre quand même relativement sharp et qui se subdivise un petit peu par la distance. Ça également, c'est une propriété physique, donc ça c'est cool. Si j'augmente le rayon, vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais avoir une ombre plus ou moins de plus en plus douce. Et si au contraire, je mets un rayon jusqu'au minimum pour tomber en 0, j'ai une ombre ultra sharp, ultra brute, ultra détaillée. Voilà, la coupe est nette, voilà, elle est très nette. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de la direction artistique que vous voulez faire dans votre scène. Ça, c'est pas quelque chose de réaliste, d'avoir une ombre ultra brute comme ça. J'essaie d'éviter les mots anglais parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont repris dessus. Donc une ombre très brute comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui est réaliste, mais pour un côté cartoon, ça peut être intéressant. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc moi, je vais en mettre un rayon à 0,1. On remarque également que quand je change ça, en temps réel, vous voyez que j'ai un cercle autour de ma light qui change. Donc ça, depuis pas mal de versions de Blender, c'est assez cool, mais ils ont exposé plein de paramétrages présents ici directement dans ma viewport. Donc en théorie, je pourrais lighter et changer tous mes paramètres, sauf la couleur, sans passer par ce panneau-là. Je pourrais déplacer avec G, je pourrais changer le rayon en laissant foncer, vous voyez mon clic là, il change un petit peu d'apparence, je pourrais laisser enfoncer ici et changer mon rayon. Donc ça, c'est quand même très plaisant. Notamment si vous avez un écran un petit peu petit, vous n'avez pas un double écran ou autre, que vous ne pouvez pas déplacer les panneaux. Mais on pourrait très bien, avec CTRL espace, passer en mode plein écran ici, mettre une light là, hop là, faire comme ceci, dupliquer, là je veux une light avec des ombres plus douces, donc faire quelque chose qui ressemble à ça. Et en temps réel, je pourrais vraiment voir quelque chose qui est assez intéressant. Alors vous allez vous apercevoir que quand vous travaillez avec Eevee, vous allez avoir des approximations comme ça qui ne sont pas très belles. Si jamais vous pouvez vous permettre d'avoir quelque chose qui demande un petit peu plus de calcul à votre machine en fonction de votre configuration, vous pouvez aller dans les Render Properties
ici dans Shadow, on a le nombre de rayons, le nombre de steps. Donc si je mets par exemple 3 rayons et step à 10, vous voyez qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. Donc on pourrait augmenter ça, hein. Si je mets 20, genre quelque chose qui est encore plus qualitatif mais qui va demander beaucoup plus de ressources à mon ordinateur, donc etc. etc. D'ailleurs il me le bride un petit peu. Donc je vais remettre les valeurs par défaut. Pour l'approximation, c'est totalement satisfaisant. Et si ça peut vous rassurer, quand vous allez faire un véritable rendu, il y aura quelque chose qui sera plus qualitatif. Donc il y a certains réglages qu'on peut changer entre viewport rendu, etc., etc. On remarque également que par défaut, il n'y a pas de ce qu'on appelle de Global Illumination, de GI. On le verra également par la suite. Pour ceux qui connaissent un petit peu la notion et que vous cherchez juste comment activer ça dans Eevee, pardon, vous pouvez cliquer sur Ray Tracing ici. Vous voyez que là, j'ai une GI qui apparaît. Donc c'est beaucoup plus réaliste. On va pas le mettre dans cette vidéo, sinon ça peut prêter un petit peu à confusion pour la lisibilité des éclairages. Donc voilà pour les settings de base, pour les couleurs, pour l'intensité. On peut également activer ou non les ombres. Ça peut paraître anodin, mais je rappelle qu'en 3D, la magie un petit peu de la 3D, c'est que la plupart du temps, on fait ce qu'on appelle de la triche. Donc c'est des choses qui ne sont pas physiquement justes ou physiquement cohérentes. Par exemple, toute source lumineuse dans la vraie vie émet systématiquement une ombre, on va projeter des ombres. En 3D, on peut couper ce qu'on appelle du cast shadow sur les éléments. Donc soit sur les objets, et dire cette tête de singe ne va pas projeter d'ombre, soit directement sur ma light. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut changer. Ces paramétrages-là, c'est un petit peu plus avancé, on ne va pas les voir. Donc si vous devez tricher, par exemple, je pourrais très bien vouloir rehausser la couleur de mon singe de l'autre côté avec Shift D, mais pour autant ne pas projeter d'ombre, donc je peux désactiver les shadows, baisser un petit peu cette intensité à 500, et même à 50, et voilà ce que j'aurai. Donc vous voyez, ça peut être quand même intéressant, alors que là, si je mets des shadows, ben, ça vient un petit peu briser la lisibilité. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Le potentiel est vraiment immense, c'est pour ça que le lighting, c'est un métier à part entière qui est assez compliqué, parce qu'il y a plein de notions à avoir sur la théorie des couleurs, de la vraie vie ou autre, et ça dépend vraiment de l'artistique que vous voulez donner à votre scène. Quelque chose de réaliste ou de cartoon, on va pas du tout faire le même lighting. On a également une notion d'influence qui permet de découper en fonction de light quel type d'élément de surface va être impacté. Donc par défaut, j'ai Diffuse, Glossy, Transmission, Scatter. Normalement, on a vu à peu près tous ces éléments-là dans l'information. La Diffuse, c'est la couleur. Donc si je désactive ça, vous voyez que mon éclairage a uniquement un impact sur les reflets de mon objet, ce qu'on appelle la Glossy. Si je baisse la Glossy, il n'a plus du tout d'impact sur cette dernière, donc on voit rien dans ma scène. Et si je remets la Diffuse, regardez ce qui se passe avec Glossy. Donc là, on voit pas forcément bien. Donc je vais baisser un petit peu l'intensité, je vais la mettre à 100. Regardez, en activant ou non la glossiness, on voit que les reflets, notamment ici, là, on a de la spéculaire sur l'edge là qui est très sharp ou juste là. Vous voyez qu'elle va s'enlever en temps réel. Donc c'est assez subtil, on le voit bien sinon là au niveau de l'oreille, dans toutes les parties qui prennent bien la lumière, en enlevant la glossy, on n'a pas de réflexion, on n'a pas de reflet ici. Alors transmission et volume scatter, ça va pas marcher dans notre scène parce que transmission c'est tout ce qui est transmission de lumière comme le vert par exemple, et volume scatter c'est de la fumée par exemple, on n'en a pas ici. Donc je vais remettre à 500 comme c'était tout à l'heure. Donc là on a fait le tour avec le point light. Petit rappel également, je peux déplacer avec G. Si je fais une rotation, ça ne change rien sur ma light. Si je fais un scale, ça ne change rien non plus. C'est important parce que les autres types de lumière vont l'avoir. Là c'est ce qu'on appelle une omni-light, donc c'est un point lumineux qui va projeter partout autour de manière uniforme. On a ensuite le sunlight. Si je clique, ça fait mal aux yeux, c'est tout cramé. Pourquoi? Parce que d'un asset à un autre, d'un type de light à un autre, vous voyez que là on était en watts. Sur mon sun, j'ai plus des watts, j'ai une intensité. Et par défaut, en fait, il est un petit peu bête, Blender, c'est que quand je passe du point au sun, il ne fait pas de conversion, il conserve mon 500. Là, on voit bien que c'est l'énergie de ma light. Si je vais sur le sun et que je vais là, il explique un petit peu le calcul mathématique, mais c'est des watts par mètre carré. Bref, du coup, il faut plus une valeur se rapprochant de 1 pour avoir quelque chose équivalent. Donc je vais hop là, faire un backspace sur ma color pour mettre quelque chose d'un petit peu plus jaune, voilà, qui se rapprocherait plus d'une lumière chaude du soleil. Et là, c'est exactement les mêmes paramètres, plus ou moins. Donc j'ai toujours l'intensité, j'ai toujours les shadows on et off, j'ai toujours les influences en fonction des différentes passes de surface. Et très important, ce qu'on appelait avant radius, qui permet d'avoir quelque chose de plus ou moins doux en fonction de la taille de la source lumineuse, là, on appelle ça l'angle. Donc si j'augmente mon angle, vous voyez que j'ai quelque chose qui est de plus en plus étalé. Si je le réduis, je vais avoir quelque chose qui est de plus en plus sharp. C'est exactement l'équivalent du rayon de tout à l'heure. Donc le petit inconvénient, c'est que là, je ne peux pas le changer en temps réel dans ma viewport en cliquant. Par contre, je peux changer la direction en laissant foncer mon clic sur mon point jaune et
en le déplaçant. Donc ça peut être intéressant pour faire le focus sur un objet. Ça marche avec R pour faire une rotation. Voilà. Pour ceux qui viennent d'autres moteurs de rendu comme V-Ray ou autre, on n'a pas de notion à proprement parler de calcul de zénithal qui ferait un éclairage froid ou chaud en fonction de l'orientation de mon sun. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans Blender, mais dans un autre panneau. Donc, c'est pas directement sur un Sunlight, c'est plus sur un Skylight qu'on verra plus tard. Donc là, contrairement au Point Light, je peux faire une rotation, ça a une influence. Le Scale n'a toujours pas de véritable influence. Alors, on a des petits changements visuels dans ma viewport, mais je ne vous le conseille pas parce que ça peut potentiellement casser des choses, donc on ne scale jamais un sun. Mais on peut faire une rotation, et par opposition au Point Light qu'on pouvait déplacer, si je déplace mon sun, il ne se passe absolument rien. Pourquoi? Parce que en fait, c'est juste une direction, une trajectoire de rayon. Mais là, il faut vous dire que partout dans ma scène, Blender va prendre cette direction et calculer plein de rayons. Donc si je fais ça, ben, peu importe ma position, mes rayons auront toujours la même direction, donc ça ne va rien changer. Donc que vous mettiez votre sun très proche du centre du monde ou ici, ça ne change absolument rien, vu que c'est une concentration de lumière linéaire, donc on n'a pas d'affaiblissement en fonction de la distance, contrairement aux autres types de lumière comme le point. Là, c'est vraiment continu. Donc peu importe la position de votre light, ça va fonctionner. Donc ça, c'était pour le sun, c'est ce qu'on utilise pour faire un éclairage classique en extérieur, ce qu'on peut appeler une key light, parce que ça va être l'éclairage principal. Donc tout ça, c'est une notion qu'on verra. Ensuite, on a le spotlight. Là, vous voyez qu'on repasse en watts. Donc je vous conseille de passer sur quelque chose qui ressemble par exemple à du 500. Imaginons qu'on veuille faire un spot, quelque chose d'un petit peu bleu ou rouge, voilà. Par exemple, pour changer un petit peu pour l'exemple. On a quelque chose qui ressemble à ceci. Donc j'ai la couleur, j'ai l'intensité, j'ai le radius également de ma source d'émission. Donc là, vous allez voir qu'on en a deux. C'est un petit peu particulier. Donc là, c'est toujours pour avoir des ombres plus ou moins brutes. Donc je vais le laisser à 0,1 par exemple. Je peux en temps réel cliquer ici et changer la direction de mon spot. Et lui, pour le coup, les trois modifications, position, rotation, échelle, ont un impact. Si je change la position, ça a bien un impact. Si je change l'échelle, ça peut avoir un impact également visuellement, alors qu'il n'y a pas véritablement un impact sur ma vue 3D, sur mon rendu, mais ça peut avoir un impact de lisibilité, mais pas vraiment un impact de rendu, donc ça sera plus pour le dernier. Et ma rotation a également un impact. Donc surtout position et rotation, je fais un petit peu machine arrière sur ce que j'ai dit, l'échelle n'a pas forcément d'impact dessus, donc c'est surtout position et rotation pour le spotlight. Je vous ai dit qu'on avait deux types de rayons entre guillemets qui sont importants pour le spotlight. On a d'abord celui-ci, comme je l'ai dit, qui permet de changer dynamiquement l'interprétation des ombres sur mes sujets qui sont éclairés. Mais j'ai également quelque chose juste ici dans le beam shape qui est en fait la partie extérieure de mon spot qui va me permettre soit de changer le size, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu confondu avec le scale qui n'est pas tout à fait la même chose, le size de mon spot, donc concentrer plus ou moins la lumière, donc ça c'est intéressant. Et j'ai également le blend qui me permet d'avoir l'équivalent du rayon de mes ombres projetées, sauf que c'est sur l'extérieur de mon objet. Regardez, si je change ici, visuellement, je peux avoir quelque chose de très adouci ou de très brut. Donc en fait, c'est le différentiel entre mon point de concentration de lumière central et l'extérieur de mon spot. Donc là, il faut imaginer que mon spot, il vient taper ici, il a ce rayon-là. Donc en fait, je vais lui indiquer si là, on a une propagation de lumière uniforme ou une propagation de lumière qui est dégressive, un petit peu comme on dirait sur un point light. Donc si je mets un blend à 1, j'ai quelque chose de 100% dégressif. Si je mets un blend à 0, je n'ai pas du tout de diminution de lumière, donc j'ai quelque chose qui est constant partout. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Une fois de plus, tout ça, on a les raccourcis dans la viewport. Donc ici, je peux changer mon rayon, ici, je peux changer ma direction, et ici, je peux changer la sharpness, donc le blend de mon élément. Alors on n'a pas malheureusement possibilité de changer, à ma connaissance, le size ici. Ne faites surtout pas un scale, hein, ça ne changera pas ce size-là, on est obligé de venir ici. Donc il y a peut-être un raccourci clavier que j'ignore, parce qu'il y a plein de raccourcis clavier dans Blender, on ne peut pas tous les connaître, mais voilà pour les principaux. On a également le show cone qui vous permet d'avoir un aperçu dans la viewport qui peut être intéressant, qui fonctionne également en vue solide, donc si jamais vous voulez faire un pré-lighting, vous n'aurez pas de surprise quand vous allez passer en rendu, et comme d'habitude, on peut activer ou non les ombres. Et le dernier, que personnellement j'utilise le plus souvent, c'est les Zarya Light. Alors les Zarya Light, eux pour le coup, ils ont vraiment visuellement un impact en fonction du scale, avec S,
en fonction de la rotation avec R et en fonction de la position avec G. Donc quand je vais faire un changement d'échelle, donc là aussi, ce sont les mêmes propriétés physiques qu'on a vues pour le moment, plus ma surface d'émission va être petite, plus mon nombre va être très brut. Donc si je fais un scale, voilà, jusqu'à arriver à quelque chose qui ressemble à 0, voilà ce qui se passe. Alors j'ai un petit peu trop d'intensité, donc je vais mettre du 150 par exemple. Voilà ce que j'ai. Donc j'ai vraiment des ombres très brutes. Et si avec S, j'augmente l'échelle, vous voyez que là j'ai quelque chose qui est un petit peu plus étalé. Alors pourquoi ça fonctionne sur l'ARIA et pas sur les autres? Parce que contrairement aux points, aux sun et aux spots, qui physiquement n'ont pas de surface, c'est un point lumineux qui va émettre d'une certaine manière de la lumière, l'ARIA, quant à lui, comme le nom l'indique, c'est vraiment une surface qui va émettre de la lumière. Donc là, c'est comme si j'avais une ampoule, un spot, un néon, comme vous voulez, qui a vraiment cette forme-là et qui va émettre de la lumière. C'est pour ça que ce soit la rotation, l'échelle ou la position, tout va avoir un impact. Donc c'est du coup la lumière qui est un petit peu plus la plus versatile, celle qui vous propose le plus de possibilités. C'est pour ça que c'est celle que j'utilise le plus souvent parce que je la trouve vraiment cool. Et elle est présente sur tous les moteurs de rendu. Donc quel que soit le moteur de rendu que vous utilisez, alors c'est peut-être des noms différents, hein, mais les Aria Light existent. Donc ça c'est quand même chouette. Vous remarquez également que c'est uniquement directionnel. Donc si je pose mon Aria Light au sol juste là, on voit concrètement que la lumière a vraiment une direction sur mon objet, un petit peu comme une normale, vous pourriez voir comme ça pour comparer aux faces quand on fait de la modélisation, et on n'a aucune projection derrière ma light. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Le scale également, ce qui est cool, c'est qu'en plus du scale homothétique classique, on peut faire un scale et un click molette par exemple, pour augmenter en X et Y de manière totalement indépendante. Donc tout ça, on peut le gérer dans la viewport en faisant un clic sur les bordures. Donc ça, c'est assez cool. En faisant un clic ici, hop là, pour changer la direction. Donc ça marche ici aussi. Et du coup, on n'a pas d'équivalent de radius parce que c'est tout simplement le scale de mon élément. Donc tous les raccourcis que je vous ai montrés ici, ils sont présents dans la viewport. Donc comme d'habitude, on a possibilité de changer la couleur. On peut changer le power également juste ici. On a la shape qu'on verra juste après. On a le size X et Y. Donc si je mets 1 au 2, je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Alors là, on est un petit peu surpris. Pourquoi j'ai pas un carré? Tout simplement parce que j'ai fait explicitement une manip qu'il ne faut pas faire, c'est que j'ai changé mon échelle et j'ai pas appliqué cette dernière. Vous voyez là, j'ai bien une échelle de 51, 521. Donc comme la modélisation, lorsqu'on fait des changements d'échelle sur une light, CTRL A, Scale. Et automatiquement, vous voyez que les valeurs que j'avais ici, elles ont été projetées juste là. Donc là, si je mets du 1 sur les deux, j'ai bien un carré qui apparaît. Donc regardez, si je fais un changement d'échelle, là je suis en 2, 1, mais là j'ai 1. Si je fais CTRL A, Scale, hop là, il me réexpose, il me reprojette le 2-1 juste ici, parce qu'il m'a appliqué ma nouvelle échelle. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus si jamais ça vous intéresse. C'est exactement les mêmes contraintes que lorsqu'on fait de la modélisation. On applique toujours les échelles que l'on fait dans Blender, sinon ça pose des problèmes. Donc je peux changer ici mon X et mon Y de manière dynamique, et c'est quand même très très cool comme proposition. On a toujours les shadows et les influences, ça ne change pas. On a 4 types de shape, on a le rectangle, on a le square qui est un carré, donc c'est comme le rectangle, sauf que vous pouvez changer uniquement une valeur et le X et Y sera toujours équivalent. Alors on peut un petit peu bypasser ça dans la vue 3D en faisant des scales, je vous les déconseille. Parce que quand on fait un contrôle à scale, du coup, il passe en rectangle. Donc on vient briser un petit peu, vous voyez, la modification. On lui dit non, tu étais un carré, mais tu passes en rectangle parce que j'ai changé explicitement l'échelle. Donc ça, c'est pas très conseillé. Si vous faites des scales homothétiques uniquement avec S, pas de problème. On a également le disque, comme le nom l'indique, c'est un disque, voilà, c'est un cercle en fait. On appelle ça disque en 3D, mais c'est un cercle, parce que c'est un cercle rempli. C'est un rond, si vous voulez, vraiment la transcription. Et on a l'ellipse, qui est une sorte de cercle, donc de disque, mais qui peut être scalé de manière non homothétique en X et en Y. Donc l'ellipse est au disque ce que le rectangle est au carré. Voilà, retenez cette phrase magnifique. Donc c'est juste un cercle sur lequel vous pouvez changer de manière non homogène l'échelle, ou de manière homogène, si vous cliquez ici, vous voyez, là on a vraiment la main comme on le souhaite. Et avec Shift, on garde potentiellement le ratio de base. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment le type de light qu'on utilise systématiquement. Donc pour faire un éclairage ultra rapide, on pourrait très bien avoir une sorte de backlight présente juste ici, si on veut faire une sorte d'éclairage en 3 points. Donc tout ça, on verra des vidéos dessus. Hein. Je pourrais avec Shift D dupliquer, voilà, faire une rotation, par exemple ma key light qui pourrait arriver, hop là, comme ça, et qui serait beaucoup plus
petite, mais avec une plus grande intensité, par exemple de 500. Et pour déboucher un petit peu ce qu'il y a sur le côté, quelque chose de plus grand avec une faible intensité, par exemple à 50. Et voilà ce que je pourrais obtenir très rapidement en termes d'éclairage. Alors comme d'habitude, on pourrait activer ou non des shadows en fonction de ce que je veux comme rendu. Mais voilà ce que ça pourrait donner. Et bien évidemment, on pourrait changer un petit peu la couleur des différentes lights pour obtenir des choses différentes. Et souvent, ce qu'on fait, bon, ça aussi on le verra, hein, mais c'est qu'on fait une sorte d'élément qui ressemble à ça. Alors là, vous voyez pas, j'ai masqué l'overlay, mais voilà à quoi ça pourrait ressembler. Ctrl Scale. Si je fais un bevel. Ah oui. Alors j'ai fait un truc qui va pas là. Mais si je fais par exemple, hop là, je prends un plane comme ceci. Tac, et je fais une petite extrusion comme ça. On pourrait faire ce qu'on appelle des cycloramas, donc on abrège par cyclo, et qui permettent de faire des sortes de petites scènes de rendu pour mettre en valeur vos assets. Donc on en fera un qui sera beaucoup plus poussé que ça, hein, on le fera ensemble. Je vous montrerai plusieurs stratégies en passant par le compositing, en faisant des trucs en mesh ou autre. Mais voilà. Donc on a vu globalement tout le système de lighting. Il y a des notions avancées, donc par exemple, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des light rigs, donc où on prend nos différents éclairages qu'on vient linker potentiellement. Hop là, alors je prends tous mes éclairages, je viens linker à un point. Tac, CTRL P, Object. Et ça me permet de faire, par exemple, des light rigs qui tournent ou qui suivent un personnage. Par exemple, si je link ça à mon sujet qui est juste ici, mais quand je vais déplacer mon objet, j'ai le lighting qui va suivre. Donc il y a plein de petites astuces que je vous montrerai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. C'était les bases du lighting. La prochaine fois, on verra les images HDRI qui est ultra importante. On parlera également de moteur de rendu. Beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et sur ce, j'arrête de parler et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde et bon apprentissage. À plus.